Euh, on a mis, je me souviens ça très physiquement, toute la période septembre 39 à fin septembre, c'est la bataille de Pologne qu'ils ont attaqué le 1er septembre, les Allemands, et ils ont bouffé que 3 semaines. Les autres, ils envoyaient des cavaliers contre les chars. Oui, Ça ne faisait pas le poids, honnêtement pas. Et puis, face à ça, le pacte germano-soviétique, c'est un événement qui marque aujourd'hui encore des frontières de compréhension. La France essaie de concrétiser par des accords d'état-major le pacte franco-soviétique. Mais ni la Pologne ni la Roumanie n'accepteront de laisser les armées russes traverser leur territoire pour combattre l'Allemagne, et la politique franco-britannique paraît suspecte à l'URSS. Staline soupçonne les Occidentaux de vouloir surtout détourner vers la Russie la menace allemande. Le 23 août 1939, le ministre des Affaires étrangères du Reich, Ribbentrop, s'envole pour Moscou. Le jour même, il signe avec Molotov un pacte de non-agression. Staline, qui redoute l'attaque allemande, a voulu gagner du temps. À Moscou, les délégations britanniques et françaises, qui sont mises devant le fait accompli, font piètre figure. En France, la signature du pacte germano-soviétique détourne la droite de l'apaisement à l'égard de l'Allemagne. Puisque Hitler devient l'allié de Staline, il n'est plus question de conciliation à son endroit. Les communistes sont désemparés. Ils ont été déchus de leur mandat parlementaire, 35 d'entre eux ont été arrêtés, et le Parti communiste a été dissous. C'est l'élément rêvé pour toute la presse de l'époque, enfin tous les partis, du Parti socialiste au pur fasciste. Alors là, unité totale, voilà le danger. Ils s'entendent avec Hitler, eux qui avaient signé à Munich quelques mois plus tôt le pacte, etc., désignent l'Union soviétique comme une grande trahison. En clair des rouges-bruns, hein, pour aller vite. C'était horrible. Bien, la poignée de main Ribbentrop, Molotov, etc. Donc c'est une trahison. Et la guerre étant déclarée, le 3 septembre, le Parti communiste votant les crédits de guerre en France est dissous, interdit. Militants pourchassés. C'est très bien décrit dans les communistes d'Aragon. Oui. Ça, c'est comme période. Et donc, les municipalités communistes dissoutes, les députés seront un peu plus tard, mais petit à petit, il n'y a eu que 3 ou 4 traîtres dans 71. Hein. Je me trompe peut-être d'un, mais massivement, ils ont tenu le coup, parlant devant une chambre déchaînée contre eux et défendant la situation, leur parti très courageusement. Les procès des députés. Et en mars 40, en pleine guerre, le ministre socialiste de la Justice, Sérol, décrète, enfin, c'est pas lui qui décrète, mais fait passer le décret de peine de mort pour propagande communiste. Propagande communiste, peine de mort, en mars 40. Bon. Et il y a, en mai 40, il y a 5000 communistes, des cadres communistes, qui sont en prison, ou dans des camps, enfin, je veux dire, enfermés, dont nombre seront ultérieurement pris comme otages par les Allemands et fusillés en tant que communistes. C'est-à-dire que... Et en même temps, ils libèrent tous les fascistes qu'ils avaient pu arrêter. Je n'ai pas parlé de la tentative de la cagoule, mais qui est une tentative d'organisation secrète de hauts cadres de l'armée, des milices fascistes, des patrons, oui, L'Oréal en particulier. Oui, ça j'en parle autrement. Et donc, nous en sommes là en 40, avec une atmosphère très terrible d'isolement des communistes,
je dirais que, dans un sens, la répression aveugle des communistes, parce qu'ils arrêtaient au besoin des gens qui n'étaient plus communistes, mais qui étaient sur leur liste. C'était bon. A soudé les communistes dans la clandestinité. Et l'humanité est reparue telle qu'il pouvait le faire, mais relativement vite. Et disons que le groupe parlementaire arrêté, bon, pas Maurice Thorez, parce qu'il a la possibilité, l'autorisation de partir en URSS. Jacques Duclos, enfin, on me l'a affirmé, j'ai rien lu là-dessus, mais on me l'a affirmé, s'emprêtait à aller en Belgique neutre encore à l'époque. Et à la frontière, a dit non, je ne peux pas aller à l'étranger. Oui. Et il est resté en France, dirigé, il y a un des deux qui a dirigé la résistance avec Frachon. Et donc, voilà cette guerre qui se traîne pendant tout l'hiver, sauf que en plein automne, les soviétiques qui sentent, avec juste raison, qu'ils vont être la proie de l'attaque allemande. Je ne sais pas si vous avez la carte en tête, mais Leningrad est à 30 km de la frontière finlandaise, pays totalement dominé par une dictature du maréchal Mannerheim, qui est évident que ce sera de là, en partie, que viendra une offensive. Donc, il propose aux Finlandais d'échanger des terres pour élargir leur terrain au-delà de Leningrad. Refus, bien sûr, des Finlandais. Les Russes attaquent la Finlande pour le prendre, ce qu'ils n'avaient pas pu obtenir par la négociation. C'était pour ce qui a, un an plus tard, permis de Leningrad de subsister. On peut dire que les décisions russes qui ont pu apparaître au moment comme curieux, enfin pas curieuses, mais mettant le doute sur pourquoi ils font ça, etc., se sont révélées toutes judicieuses au point de vue de la défense de l'Union soviétique, que ce soit le pacte germano-soviétique. Tout ça a été très bien expliqué par Geoffrey Roberts dans les guerres de Staline, entre parenthèses. Et alors que l'accord, enfin le pacte de non-agression, que sur la Finlande, et c'était des éléments qui étaient déterminants, ils ont eu... bon, mais alors, moi je m'en souviens, mais la campagne anti-soviétique pendant la guerre de Finlande, mais c'était quelque chose de... Enfin, on connaît maintenant. Ah ben là, maintenant, on a une petite idée, là. Oui, peut-être à petite échelle. Mais on l'a eu aussi pour la Hongrie en 1956. On l'a eu aussi pour la Hongrie en 1956. C'était tout. Il y avait la radio, mais c'était surtout la presse, hein, à l'époque. La radio, il lisait des communiqués. C'était encore limite. Hein. La politique et la radio ne datent que de 1930. Parlant en ce mois d'avril 1932, m'adressant non pas seulement à mes contemporains, mais à la postérité plus ou moins éloignée, je veux situer quelques considérations sur les problèmes économiques et politiques de l'heure, surtout sur les problèmes économiques qui hantent tous les esprits. Une crise presque sans précédent s'est abattue sur le monde. Hein, c'est la première intervention, c'est le chef du gouvernement Tardieu qui parle à la radio en tant que chef du gouvernement. Avant, il ne l'utilisait pas. Bon. Et donc, c'est la presse, mais c'était les glorieuses petites lotas, c'était les femmes militarisées finlandaises, qui courageusement incendient les chars soviétiques qui sont en carton, et les soviétiques, c'est vrai que les soviétiques n'ont pas pris les Helsinki, mais enfin, bon, ils sont, je ne sais pas militairement si ils n'étaient pas tout à fait prêts encore, j'en sais rien, mais ça piétinait, à tel point que le gouvernement français, qui voulait défendre la paix à tout prix face à Hitler, organise un corps expéditionnaire
franco-britannique pour défendre ces glorieux soldats finlandais. C'est-à-dire la guerre qu'on ne mène pas contre celui à qui on est en état de guerre, on va le mener contre les Russes. Et le général Weygand, qui est un des généraux de l'autre guerre, mais qui a toujours... Qui va être un des héros de la débâcle. Fait un plan, il est envoyé au Liban, qui était possession française à l'époque, Le Levant, au Levant, pour un plan pour bombarder Bakou, enfin les sources de pétrole, etc. C'est-à-dire, ils avaient tout un plan. C'est un plan, sauf que les Soviétiques, ils ont quand même forcé les Finlandais à signer ce qu'ils voulaient par la guerre. Donc l'accord, il finit la guerre, il n'a pas été. Bon. Mais c'est pour vous montrer qu'on ne faisait pas la guerre aux pays à qui on a les carrés, mais à ceux qui, normalement, etc. Et aujourd'hui encore, le pacte germano-soviétique nous est opposé comme trahison historique, etc. Et je dis que moi, mon sentiment, c'est qu'on ne l'a jamais. Malheureusement, il fallait le prendre à bras le corps, le truc, et l'expliquer, parce que je le mets dans le livre. Au moment où les Soviétiques ont repris sur les Allemands la moitié de la Pologne, c'est-à-dire en septembre 1939, on a dit, voyez, c'est ça, c'est traître, oui. Et ce pauvre Polonais, etc. Ils ont envahi la Pologne. Oui. La presse britannique conservatrice titrait « Premier recul d'Hitler ». Donc elle avait compris. Au moment. Alors que nous, on disait que c'est une collaboration russo-allemande, ouais. etc. Mais c'est pour montrer, même la Grande-Bretagne qui était... Mais c'était à tel point, et je vous dis ça, il ne faudrait pas le répéter, à tel point que vraiment, c'était en permanence des victoires, alors qu'ils étaient complètement trahis, parce que la défaite c'est quand même une trahison, une incompétence et une trahison, incompétence aussi, mais je vous dis une incompétence, il y a un général important en 1934 qui disait ce qu'il faut pour bien défendre c'est les pigeons voyageurs. Bon. Et le général de Gaulle qui faisait un livre avec les chars pouvant constituer une genre, il l'avait présenté même à Léon Blum. Enfin, je veux dire, il n'était pas fasciste, hein. Il était chrétien, plutôt enfin, c'était une revue qui s'appelait 7, qui était une revue, un hebdomadaire un peu catho. Social. Il était plutôt de cette tendance. De Gaulle. Ah oui, de Gaulle, ah oui, bien sûr. De Gaulle. Non mais, je dis ça parce qu'après on en a fait un monarchiste, etc. Bon. Oui, parce qu'elle a une culture maurassienne. Pas tellement, son père était Dreyfusard. Oui, mais je veux dire, du point de vue de l'ambiance, mais... Oui, bon. Alors, la défaite, non mais, vous vous rendez compte, le 10 mai 40, ils attaquent, pratiquement 5 jours après, ils prennent Saint-Quentin. L'armée française est coupée en deux, au point, semble-t-il, je ne suis pas dans les secrets de l'armée allemande, ni de Hitler, que le général Guderian, commandant les forces blindées, désobéit Hitler, et à partir de l'Aisne, du département de l'Aisne, fonce vers la Manche pour couper l'armée française, alors que ce n'était pas prévu, semble-t-il, dans la stratégie allemande. Et il a désobéi, il n'a pas été châtié, hein, parce qu'il a gagné. Mais il a aucune défense devant. Tellement l'état-major français s'est montré d'une nullité consternante. Oui, alors, pour vous montrer la nullité d'une part, mais la pagaille d'autre part, il faut lire aussi les communistes d'Aragon, parce qu'il l'a vécu ça, en tant que dans une division blindée, où il était dans les services de santé, en Belgique, enfin, et dans le Nord, et Dunkerque, etc. Et donc, il y a à la fois trahison et incompétence, mais totale. Il
y a les deux. Hein. L'un n'explique pas l'autre, mais il y a les deux. Et donc, devant la défaite, nous avons un gouvernement d'Aladier qui cède, non, c'est un peu plus tôt, il cède la place, mais il est toujours ministre de la Défense, à Paul Reynaud. Et en juin 40, oui, c'est début juin 40, pour vous dire où on en était, et où la laïcité en était déjà. Il y a, le gouvernement se rend en grande pompe à Notre-Dame pour implorer la Sainte Vierge comment on appelle ça, un miracle sauve la France. Le 15 mai, le commandant en chef, le général Gamelin, annonce au gouvernement que les Allemands sont à 20 km de Laon. Il décline toute responsabilité en ce qui concerne Paris. Alors, Paul Reynaud remanie son gouvernement. Il prend en main le portefeuille de la Défense nationale et nomme vice-président du Conseil le maréchal Pétain. À 84 ans, le vainqueur de Verdun bénéficie d'une extrême popularité. Pour la gauche, il est le maréchal républicain. Pour la droite, l'homme fort. Le gouvernement se rend à Notre-Dame pour appeler sur la France la protection divine. Non, mais c'est... Ça va arriver d'ailleurs. Non, Oui, Ça va se produire peut-être. ça va peut-être se produire, mais ça ne s'est pas produit au moment. Hein. Et ça, Dieu n'était pas là. Mais, Non, mais c'est si, pour ça va vous se dire, produire, non mais en c'est- Troisième c'est République, Pétain. bon, et si vous voulez, à partir de là, sous le rideau se déchire, et finalement, l'équipe de Reynaud, qui était pro-britannique, etc., qui tentait de négocier un État unique France-Grande-Bretagne pour maintenir la défense, etc., complètement isolé par la grande bourgeoisie française, qui voulait la victoire allemande, et donc il s'est trouvé, y compris, bon, lui il a nommé De Gaulle sous-secrétaire d'État à la Défense, on voit toujours des photos quand il est en uniforme comme ça, grand comme ça. Mais il était avec Pétain qui était ministre, ministre d'État, quelque chose dans ce goût-là, et des gens qui seront ministres de Pétain 15 jours après, qui sont du gouvernement de Vichy. Et il est mis en minorité le 17 juin 40. C'est Pétain qui est désigné par le président de la République qui s'appelait Lebrun à l'époque. Et la première chose que fait Pétain, c'est l'appel fameux « Français, vous êtes... » enfin, etc. J'ai dû demander à l'ennemi, enfin l'appel que... Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple. Et en peu de temps, la France signe un appel des plus déshonorants, livrant à l'Allemagne les réfugiés antifascistes. C'est dans les accords. Aucun pays ne fait ça. Enfin, je veux dire, tu peux être battu, tu peux être occupé, etc. C'est vraiment... Et c'est en juin, le 18 juin, c'est l'appel du général de Gaulle, j'insiste pas, c'est historique. Et le 25 juin, c'est donc signé à Rotonde
dans le wagon qui a été le wagon où on a signé la reddition allemande en 1918. Il a voulu, pour le décorum, que ça soit, Hitler a voulu que ça soit dans le même histoire. Alors ça fait plaisir parce que il est entouré du du maréchal Keitel, chef d'état-major, celui qui en 1945 signera la déreddition de l'Allemagne. On ne pouvait pas savoir à l'époque. Mais après, quand on a le recul, on a les deux. Et alors on voit Hitler heureux. Il ne pouvait pas le savoir parce qu'il ne pouvait pas savoir que les Russes allaient résister et voilà. leur coller la pâtée. Alors, donc, je vais m'en arrêter là parce que le livre s'en arrête là. Ouais. C'est le 10 juillet 1940, le vice-président, enfin un ministre, Pierre Laval, celui qui a déjà été, dans le temps il était socialiste, hein, quand il était maire d'Aubervilliers, dans les années 20. Mais c'est un gars qui a négocié pendant toute la drôle de guerre avec les Doriot, avec des gens comme Bergerie, avec Déa, etc., un accord de mettre la fin à la guerre pour s'entendre avec Hitler. Et donc, Pétain, qui préside le gouvernement, il se met, Laval organise dans le casino de Vichy la réunion de l'Assemblée nationale, enfin de la Chambre des députés et du Sénat. Sur 900, il y en a peut-être 600 de présents. D'abord, il n'y a pas les députés communistes, c'est en prison ou en clandestinité. Et sur 600 ou 700, j'ai plus en tête le chiffre, il y en a 70. Oui, 70. Attends, 60. J'ai un trou là. Excusez-moi, mais je m'en rappelle. Il y a un nombre très réduit qui vote contre, mais la grande masse qui a voté Front Populaire, qui a été ça, vote tous les pouvoirs à Pétain, l'État français, la République, une croix dessus, et le fascisme en France, qui se concrétisera d'une part par le gouvernement de Vichy, mais en octobre 1940, 3 mois après, par l'entrevue avec Hitler, Montoire, et français, j'entre aujourd'hui dans l'ère de collaboration. Oui, avec un discours, ce jour-là, il est visible sur Google, hein, qui, avec les mêmes arguments qu'aujourd'hui pour l'attente européenne. C'est la France, la place de la France dans l'Europe, etc. Mais c'est bon, c'est très. L'intérêt de ce livre, c'est bien sûr de rappeler l'enchaînement logique des événements, logique du point de vue de la bourgeoisie, mais aussi, à mon avis, en ce qui concerne 38-40, une période d'incertitude, où les gens ne savaient plus où vous allez, si la guerre allait venir, quel est leur avenir. Une crise différente d'aujourd'hui, mais qui rappelle beaucoup cette crise d'aujourd'hui où il n'y a plus de frontières. On voit les socialistes vont voter pour Pétain, ils sont l'anticommunisme, bon, aujourd'hui ils sont anti-russes aussi, en plus. Qui ne sont pourtant plus communistes. Oui, ils sont toujours anticommunistes, oui, mais en plus anti-russes, mais les Russes, eux, sont supposément plus communistes, mais on est toujours aussi anti-russes et anticommunistes. Voilà. Et donc, c'est pour dire que cette situation, nul ne sait dans les mois ou années qui viennent comment ça va tourner exactement en France. Mais c'est une atmosphère délétère, totale, très comparable à celle, sauf qu'il n'y a pas de parti communiste. Bah non, c'est ça. Et ça, c'est quand même un aspect malheureux. Alors, si je peux me permettre deux
conclusion, à la lumière de ce que tu viens de nous expliquer, sur ton vécu, parce qu'il faut rappeler que tout ça, évidemment, tu l'as vécu, c'est un témoignage. Non, mais c'est un témoignage d'un témoin de la période, et tu vas me dire si je me trompe, je vois il y a évidemment beaucoup de différences, beaucoup de choses, mais dans les analogies qu'on peut faire avec la situation présente, je veux dire du point de vue franco-français, il y a deux axes qui sont évidents. C'est le délabrement absolu des élites, aussi bien politiques qu'intellectuelles et culturelles, la consternante nullité, veulerie servile de la presse. Ça, c'est un épisode qui est assez proche aussi de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas une veulerie, là, à l'époque, elle représentait les intérêts oui, de la oui, bourgeoisie. je veux dire, elle le disait clairement. La différence aujourd'hui, c'est que c'est camouflé. Oui, mais le résultat est le même, en termes à la fois de désinformation, de l'idéologie qui est véhiculée, et les ennemis, l'ennemi principal étant évidemment tout ce qui peut représenter de près ou de loin les classes populaires et les travailleurs. Je pense que ça, aujourd'hui on appelle ça le coût du travail. Hein, en gros, où il faut avancer, comme nous disait Valls, mais finalement pour avoir à peu près les mêmes pratiques que Daladier, voire Reynaud, vis-à-vis du droit social et une du travail. contre-révolution sociale, oui. Ça s'oppose, enfin, disons qu'ils ont résolu dans la paix, entre guillemets, par l'Europe, ce qu'ils ont résolu avec Hitler dans la guerre. Mais les choses sont un peu parallèles, c'est-à-dire, alors évidemment, le capitalisme n'était pas de même nature, je n'étais pas arrivé au même stade qu'aujourd'hui. C'était pas au stade du capitalisme financier tel qu'il est de nos jours. Il y avait un capital proprement français, un capital allemand, etc., des choses qui sont un peu différentes, enfin beaucoup différentes de l'époque. Mais au total, moi on m'avait appris ça dans tous les stages que j'ai pu faire, syndicaux, je n'en ai pas fait d'autres, que la bourgeoisie française avait cet aspect particulier d'être une bourgeoisie qui se contente veulement d'être le brillant second d'une bourgeoisie plus puissante. C'était vrai avec la Commune, la collaboration avec Bismarck, c'était vrai différemment, c'était vrai en 40. C'est-à-dire que la bourgeoisie allemande, enfin les forces industrielles-financières allemandes étaient beaucoup plus puissantes d'abord, mais aussi plus destinées à imposer leur truc. Les Français, c'est un peu, on va être le valet de l'autre. Ça a été repris dernièrement par Badiou dans son bouquin sur Sarkozy, où il évoque un concept de compréhension transversale de l'histoire française, on va dire, depuis la Révolution, puisqu'il fait remonter ça à la Restauration, qu'il appelle le transcendantal pétainiste. Oui. De la bourgeoisie française. Oui, c'est un peu ça. Non, mais c'est exactement ce que tu décris. Oui. Et donc ça, c'est une démonstration de plus qui fait hurler toute une presse actuelle, évidemment. Oui, non, mais c'est la veulerie actuelle par rapport à ça. Mais non, mais la grosse différence, c'est que alors chacun constate que toute nos politique est dictée à Bruxelles par le grand capital mondialisé. Bruxelles n'est qu'une médiation. Hein, c'est pas dicté à Bruxelles, c'est dicté à Washington. Oui, mais enfin, avec un capital allemand. Ou à Wall Street, on va dire plutôt. Oui, avec un capital allemand qui joue la carte allemande aussi. Hein, et donc, et nous, on s'agenouille devant le protecteur, devant, je ne sais pas quel danger en France, mais actuel, pour eux, il n'y a pas tellement, malheureusement. Mais, le totalitarisme. Le totalitarisme. Oui, il est toujours présent. Oui. Ce serait Poutine. Mais ça explique d'ailleurs que toute l'opposition réelle, la nôtre, enfin d'une façon large, est taxée de pro-russe aujourd'hui.
Complotiste. Complotiste. Comme on disait, des agents de Moscou. Voilà. Mais Oui. exactement. Mais Non, mais ils payent mal, hein, c'est quoi. ça. Alors, je veux dire, Les agents bénévoles. et je veux dire encore, par exemple, pendant la guerre, quand on pense que ça s'est fait, comme tu l'as rappelé, contre le judo-bolchevique, et qu'aujourd'hui, ils retournent les choses en mettant Israël dans le bon camp, Oui, leur c'est camp, ça qui est amusant. etc., ça devient... c'est tout juste si on ne dit pas Poutine est antisémite. C'est rien Ah, mais ils le similaire. disent, attends, ils ne se gênent pas pour le dire. Peut-être. Mais je veux dire, ils retournent, alors que on le met, je ne sais plus dans quel livre, j'ai vu, que les ordres d'Hitler et de Himmler et de la Gestapo en Union soviétique dans leur guerre, c'est de fusiller tous les juifs, ce qu'il a entre guillemets, et les commissaires politiques. C'est-à-dire, c'est judéo-bolchevique. C'est le terme employé par les nazis, par les collabos français. Par la presse française par de la presse l'occupation. française. Et aujourd'hui, maintenant, si on commence à dire que Israël fait ça, on est antisémite. Oui, oui. On est du camp on est un peu djihadiste sur les bords. Oui, Et, bah non, parce que les djihadistes sont leurs amis. Oui, non, mais On est c'est pour dire rouge-brun, qu'il y a un- on est rouge-brun, on est complotiste. mais ceci dit, je voudrais conclure tout au moins sur ce livre, dire quelques mots quand même sur l'autre. Oui, vas-y. Mais conclure, c'est encore une fois, c'est qu'on a eu la chance d'avoir un parti communiste qui, dans les pires difficultés en 40, en 39-40, les pires difficultés dans la résistance, au prix qu'il a payé dans la résistance, on a eu une force qui était déterminante pour la libération. C'était pas, il y a eu l'armée soviétique, mais à l'intérieur, il n'y aurait pas eu de parti communiste, on n'aurait pas eu la libération sociale en même temps que la libération politique. Et c'était le poids au sein de la résistance, au sein du Conseil national de la résistance, avec cet aspect, je le dis ici, c'est qu'encore, on décrit la bourgeoisie qui a trahi, mais il y avait encore à l'époque des bourgeois de gauche, des républicains honnêtes, dans le genre le président du Conseil national de la résistance. Voilà. Hein? Jean Moulin. Des gens comme Jean Moulin, comme Pierre Cotte, comme un certain nombre de gens. Mais Jean Moulin était présenté comme un agent de Moscou, comme tu sais. Depuis. Non, mais je veux dire, des gens qui... oui, ça, je pourrais vous dire une petite anecdote sur Jean Moulin. C'est une parenthèse, hein, je peux le présenter. On a vu un spectacle où c'était... d'après les notes de Jean Moulin, sur les notes, sur 4 jours ou 5 jours, qui se situe en juin 40, quand préfet d'Eure-et-Loire, il administre un département qui, dont les élites foutent le camp dans l'Exode, où il n'y a plus rien, et il décrit sur ses notes comment toute la bourgeoisie locale, l'Église, les militaires, enfin, tout fout le camp. Et puis les Allemands arrivent. Et ce spectacle, il est vu partout en France, sauf à Chartres, là où il était préfet. Ils n'en veulent pas. C'est pour dire... Hein, on a vu ça, on était les 2 seuls spectateurs ce jour-là. Enfin, c'était une petite salle à l'épée de...